Le choix de Gilles Bourdeau avec Vincent Lindon, Emmanuel Devos et Micha Lescaut, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un homme qui va quitter son chantier. Il travaille pour une énorme entreprise de construction. Et ce soir-là, donc, il prend sa voiture et il roule sur l'autoroute. On va comprendre qu'il va avoir un choix à faire. Et ce choix va être de soit s'occuper de son chantier, qui est le chantier de la décennie, un truc hyper important pour sa carrière, le choix de sa famille, de rester avec sa femme et ses enfants dans le mensonge, ou son choix de dire la vérité à sa femme, de quitter le chantier pour se consacrer à sa maîtresse qui a un enfant avec lui. Et qui va accoucher dans la nuit. Et en fait, tout le film va se passer dans la voiture avec Vincent Lindon, qui va soit appeler, soit se faire appeler donc au téléphone, avec les différents personnages de l'histoire, donc à savoir la femme qui est à l'hôpital, qui veut qu'il vienne en fait pour l'accouchement, entre sa femme qui est à la maison avec ses enfants, et ses collègues et patrons de boulot. Alors de base, j'aime bien le genre de film en huis clos, ou en tout cas voilà, où il y a quelque chose d'un peu original, comme Buried, Phone Game. Après, il y a plein d'autres films qui se passent dans des pièces, comme Le Prénom par exemple, qui se passe que dans un salon. Ça voilà, c'est le genre de film que j'apprécie, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose dans le film en fait. Sur la forme, c'est pas ouf, il n'y a pas des trucs de dingue, les dialogues sont pas non plus waouh, et le fond en fait, l'histoire, elle est pas intéressante. À part nous raconter que, bah ouais, le mec, ok, il a trompé sa femme une nuit, qu'il a fait un gosse avec. Je veux dire, le choix, moi je pensais avant de voir le film, parce que j'avais pas vu la bande-annonce, qu'on allait savoir ce que ça allait être à la fin du film, qu'elle allait avoir un twist, que ça allait être un choix un peu intense, ou je sais pas quoi. Là, en fait, dès les premières secondes du film, bah le choix, il a déjà fait, en fait. Son choix, c'est d'abandonner son chantier, c'est de dire la vérité à sa femme, et d'aller voir cette maîtresse, hein, ce coup d'un soir qu'il a eu, pour voir la naissance de son fils. Donc en fait, il y a pas trop d'enjeux dans le film. Tout le métrage, en fait, c'est juste voir Vincent Lindon qui va s'expliquer à sa femme et qui va dire à ses patrons que fuck it. On le voit dans le film, il veut tout faire pour gérer son chantier, même s'il se fait virer et tout, et il veut que le chantier se passe bien, donc il veut confier ça à son apprenti ou je sais pas, en tout cas son subordonné. Mais voilà, c'est pas intéressant parce que tout est fait dès le début du film. On apprend direct donc son choix, on apprend très rapidement qu'il se fait virer de la boîte, et pas loin après que sa femme veut le quitter. Donc en fait, il y a vraiment... je trouve qu'il est juste pas intéressant à regarder. Et puis la fin, comment ça se termine, donc on entend au téléphone le bébé pleurer, donc on comprend voilà que le bébé est né, donc et il s'arrête voilà sur une route, sur un feu, là, il y a l'image dans la bande-annonce, et ça finit comme ça. Franchement, ouais, juste déçu. J'aime bien l'acteur, hein, Vincent Lindon, et comme je l'ai dit, j'aime bien le style de film comme ça, mais là, l'histoire, en fait, est vraiment pas ouf, donc du coup, j'ai pas du tout accroché. Vaiana 2 de David Derek Jr., Jason Hand, Dana Ledoux-Miller, avec les voix françaises de Cerise Calixte, Anthony Cavana, Mareva Galenter et Jean-Luc Guizon, entre autres. C'est suite des histoires de Vaiana, donc la Maori qui est en soif d'aventure et de découverte. Dans cette suite, maintenant qu'elle est une légende locale, elle va décider de s'aventurer hors de son périmètre de son île pour découvrir d'autres terres, d'autres îles et d'autres civilisations, dans le but de rassembler tous les peuples. Elle va se constituer une petite équipe, et elle va partir en mer à la recherche d'une île engloutie qui permettrait de réaliser son objectif. Sauf que sur la route, elle va faire la rencontre d'une sorcière qui vient de capturer le demi-dieu Moi. Le film va raconter donc le déroulement de ces péripéties. Le film est correct, ça va. En fait, j'avais entendu une très mauvaise critique à son sujet, comme quoi, bon, voilà, toujours le même rengaine, Disney, l'argent, donc scénario passe après, on fait des suites pour faire des suites. Alors je suis d'accord, hein, sur le côté business, c'est que ça, mais voilà, je trouve qu'il a beaucoup trop cassé en disant qu'il était vraiment pourri, il avait sauvé je crois que le côté graphique. Alors oui, du coup, hein, niveau effets spéciaux, il est très joli le film, hein, il est vraiment beau, mais après je trouve que le reste aussi est sympa, enfin... Le 1, je l'avais bien aimé, et là, le 2, pour moi, il est un peu dans la même veine. Il y a pas de nouveauté, il y a pas de truc fou. Après, c'est vrai, je crois que les musiques du 1 sont quand même mieux, je trouve qu'elles rentrent plus dans la tête, et elles sont plus entraînantes, que là, les musiques, une fois que le film est fini, on les oublie. Mais bon, voilà, après, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants. J'ai du mal, de toute façon, à critiquer les dessins animés, parce que voilà, je suis pas le public, mais je me suis pas ennuyé dans le film. Donc voilà, si vous avez aimé Vaiana, ou que vous voulez le voir avec vos enfants, bah oui, allez-y, sans problème, quoi. Wolves de John Watts avec Brad Pitt, George Clooney et Amy Ryan. Ça raconte l'histoire d'une sénatrice qui va passer une soirée dans un hôtel avec un jeune homme, mais qui malheureusement va décéder. Suite à ça, elle va appeler un numéro d'un professionnel qu'elle a eu d'un contact, qui est une sorte de nettoyeur, d'effaceur, qui passe pour tout simplement nettoyer la scène de crime, qu'il n'y a absolument rien. Sauf que quand la personne, en l'occurrence George Clooney, va arriver sur les lieux pour commencer à s'occuper de ça, une autre personne va arriver dans la chambre, à savoir Brad Pitt,
qui est lui aussi un nettoyeur. Donc il va y avoir une sorte de confusion dans le film, et ces deux personnes qui a priori travaillent seules, hein, de manière complètement solitaire, vont devoir gérer cette scène de crime à deux. Et lors de ce nettoyage, ils vont se rendre compte que l'affaire n'est pas aussi simple. Je crois qu'il est sorti au cinéma, mais en tout cas pas en France, il est sorti directement sur Apple TV, et je sais pas si c'est l'effet streaming, quoi, l'effet Netflix on va dire, mais le film, je l'ai apprécié, j'ai passé un bon moment à le regarder. Brad Pitt et George Clooney, c'est toujours bien de les voir à l'écran, surtout quand ils sont ensemble, on sent qu'il y a une vraie complicité. J'ai bien aimé l'histoire du film, toutes les scènes qu'il peut avoir entre les deux, leur interaction, franchement je les ai trouvées top, mais le film en soi, quand on regarde l'œuvre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque. À chaque fois je me pose la question de me dire, est-ce que s'il était passé au cinéma, j'en aurais eu une autre sensation? Et je pense que oui, les films de plateforme, pour moi, n'ont pas la même qualité que les films qui sortent au cinéma. Je sais pas à quoi c'est dû, vraiment je pourrais pas l'expliquer, mais il y a un truc qui fait que c'est pas des films dont on se souviendra forcément longtemps après. Et donc là ça m'a fait cet effet avec ce film. J'ai pas grand chose à dire dessus, enfin vraiment j'ai bien apprécié le regarder, mais pour moi il y a un truc qui manque. Ou alors c'est vraiment l'effet d'être, voilà, de pas être dans une salle de cinéma, d'être chez soi, donc du coup on est quelque part moins concentré, moins dedans, j'en sais rien. En tout cas ouais, il y a des bons moments, des bonnes scènes de dialogue entre les deux, même leur manière d'agir, de faire dans leur comportement. À un moment donné il y a plusieurs trucs qui se passent dans le film sur le fait qu'ils aient un certain âge. Vraiment, voilà, le film, je vous conseille quand même de le voir si vous pouvez, si vous avez Apple TV, ça reste un bon film je trouve, mais voilà, il manque ce petit quelque chose qui fait que ça reste un film de plateforme. Gladiator de Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Connie Nielsen entre autres. C'est tout simplement la suite directe du premier volet, Gladiator, donc qui se passe, je crois, une quinzaine d'années après le premier. Et on va suivre un homme qui va se faire attaquer, donc qui habite dans une contrée d'Afrique du Nord, et qui va se faire attaquer par l'armée romaine. Son armée va être décimée, ses terres contrôlées par l'Empire, et lui va être pris en tant que gladiateur. Et on va se rendre compte qu'en fait, donc les deux empereurs au pouvoir, c'est Greta et Caracalla, deux frères jumeaux tarés, qui gouvernent par la tyrannie, et donc on se rend compte qu'en fait le chef des armées romain joué par Pedro Pascal, va vouloir tenter une sorte de coup d'état pour réinstaurer la République avec son armée, tandis que le jeune gladiateur va lui découvrir un peu son passé. En allant le voir, je n'attendais absolument rien du film, et d'ailleurs quand j'ai entendu que le 2 allait se faire, j'étais même pas déçu, mais je m'en foutais complètement. Pour moi, le premier gladiateur se suffisait à lui-même. Et en fait, en voyant le film, déjà, il est plutôt pas mal. Tout ce qui est scène d'action, effets spéciaux, les décors et tout, il y a rien à dire, hein. Ridley Scott sur ça, il est très bon. Vraiment, tout est impeccable. Et même au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé plutôt intéressante, je me suis pas ennuyé. Ça fait plutôt sens quand on voit le film, à savoir que dans le premier film, l'empereur Marc Aurèle, le vieux là qui se fait tuer par son fils Commode, voulait justement un peu redonner du pouvoir au peuple. Alors bon, ça, moi je trouvais ça un peu ridicule, parce que, je veux dire, Marc Aurèle, il était empereur, hein. S'il avait voulu que son peuple aille bien, pourquoi il l'a pas fait pendant qu'il était empereur? Même dans le 2, on fait que parler de ça, oui, le rêve de Marc Aurèle et tout, bah à un moment donné, du coup, t'étais le chef suprême de l'Empire, donc si tu voulais faire d'une Rome une belle Rome, bah il fallait le faire de ton vivant, enfin bref. Mais le truc, c'est qu'il y a une continuité, donc avec Maximus, joué par Russell Crowe, son héritage, il y a aussi donc la fille de Marc Aurèle qui est toujours là. Voilà, le film parle vraiment de la suite de ce qu'a laissé Marc Aurèle et de son rêve, et donc du coup des gens qui veulent appliquer le rêve de Marc Aurèle. Donc voilà, le film se tient dans cette logique, et puis même par rapport au personnage principal, il y a une logique aussi, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Denzel Washington. Lui, de toute façon, il fait partie de mes acteurs préférés, j'aime beaucoup le personnage, et là dans le film, j'aime bien le rôle qu'il tient, à savoir un peu, bon, comparaison inégale, mais les personnages de Varys et Littlefinger dans Game of Thrones, à savoir les gens qui sont proches du pouvoir, et en fait qui sont un peu les kings du jeu d'échecs, qui manipulent tout le monde dans l'ombre et qui servent plus ou moins leurs propres intérêts. D'ailleurs, il a plus le rôle de Littlefinger que de Varys, Denzel Washington, dans ce film-là. Je trouve que c'est les personnages les plus intéressants, du coup ça m'a fait plaisir de le voir là-dedans. Les autres acteurs jouent bien leur rôle. Ensuite, pour les côtés un peu négatifs, alors il y en a pas mal, bon, il y a plein de trucs d'incohérence par rapport à l'époque et tout, bon ça, pourquoi pas. La scène du début, elle est un peu cliché, on voit le personnage principal avec sa femme qu'il aime, t'as la petite musique douce, ils se font des papouilles et tout, ça vraiment, c'est vraiment saut 2000. Ok, dans Gladiator 1 ça passait, dans le 2 là ça passe pas trop, je trouve ça un peu kitsch. En plus on s'attend exactement à ce qui va se passer après. La première scène des gladiateurs où ils se battent contre des singes, on n'a jamais vu cette espèce sur la planète, hein, donc je sais pas s'il a voulu faire exprès de faire des créatures un peu surnaturelles. À la fin de cette scène, t'as l'impression que c'est lui le boss, t'as même celui de Denzel Washington qui dit je veux lui, il est intéressant, mais il y avait plein de singes dans l'arène, lui il en a tué un, mais il faut savoir quand même qu'il y avait d'autres gens avec lui dans l'arène, ils sont tous vivants aussi, il y a plus de singes, donc ça veut dire qu'ils se sont tous débarrassés des singes, donc
donc t'as l'impression que dès le départ, il est un peu au-dessus le mec, alors qu'en fait, ils sont tous au même niveau. Enfin, les survivants, ils ont tous réussi à tuer les singes qu'il y avait dans l'arène, donc bon. Après, pareil, à un moment donné, le Denzel Washington, il voit le héros, et il veut un peu voir ce qu'il vaut devant un homme. Du coup, il demande à un de ses serviteurs de se battre. Le gars, il a des gantelets cloutés, vraiment des clous de malade. Il lui donne des droites et tout. C'est vieux, en fait, les scènes d'action comme ça, on n'y croit pas du tout. Parce que vraiment, le mec se prend des patates, mais à la fin, il est juste un peu rouge sur le côté. Enfin, tu te prends un coup de poing avec un truc clouté comme ça, mais t'es défiguré. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Faites-les combattre avec des mains nues, faites le même combat qu'on voit dans le film, et voilà, très bien. Ou à l'inverse, vous montrez bien, ils appuient bien sur le fait que le mec a des gants cloutés, bah alors faites des visages défoncés à la fin. Je sais pas, moi c'est ce décalage, maintenant dans les films ça m'énerve. Puis à un moment donné aussi, plus tard dans le film, il y a la mère qui va voir donc son fils, là, le héros dans la cellule, c'est leur dernière discussion. Scénaristiquement, la meuf, elle est quand même censée être enchaînée après avoir été révélée complice avec son mari, le chef des armées, de trahison contre les empereurs. D'ailleurs, dans la scène d'avant, elle est enchaînée et tout, donc là, on sait pas pourquoi, il y a un soir, elle a le droit d'aller dans la cellule de son fils pour lui parler. Voilà, ça c'est des raccourcis scénaristiques, mais bon, c'est pas hyper grave. Ça c'est vraiment pour chipoter. En vrai, j'ai passé un bon moment et j'étais vraiment agréablement surpris, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à rien du film, et donc au final, c'était plutôt cool. Ah oui, et mention aussi aux empereurs, les deux acteurs qui jouent les empereurs, je les connaissais pas, mais j'aime bien les personnages. Donc bref, c'est un bon péplum divertissant, si vous voulez de l'action et du show visuel, je vous conseille le film. La Vallée des Fous, de Xavier Beauvois, avec Jean-Paul Rouve, Pierre Richard et Madeleine Beauvois, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un père de famille récemment veuf, qui vit avec sa petite fille, et qui est un peu au bout du rouleau, qui est alcoolique, qui est surtout endetté par rapport à son restaurant qui tient. Mais c'est aussi un passionné de voile, notamment de la course du Vendée Globe. Un jour, alors qu'il est dans une situation très précaire avec son restaurant, une situation difficile avec son alcoolisme, il y a justement le Vendée Globe qui va débuter, et il a pour idée de se lancer donc au Vendée Globe sur son bateau qui est au fond de son jardin. En fait, le principe, c'est qu'il y a une sorte d'application sur internet où plein de gens peuvent faire le Vendée Globe virtuellement. C'est vraiment un site officiel où il y a des millions de... Enfin, il y a, je crois, jusqu'à 1 million de participants, donc c'est plutôt énorme. Sauf que bon, voilà, les gens qui font ça, ils le font chez eux, sauf que lui, il a un voilier qui est dans son jardin, et il décide de faire tout le voyage du Vendée Globe dans son bateau, de ne jamais en sortir, comme s'il était dans des conditions réelles, avec sa propre nourriture, son eau, etc. Et donc le film va raconter un peu ça, son aventure, son parcours, on va dire, initiatique à l'intérieur de ce bateau, mais qui va faire aussi un travail sur lui, sur son alcoolisme, les relations qu'il a avec sa famille, que ce soit sa fille ou son fils. C'est un joli film, avec une histoire complètement originale, ce côté un peu fou de faire le Vendée Globe en ligne, mais sur son bateau. Pendant le film, j'avais un doute de savoir si c'était une histoire vraie ou pas, alors apparemment non. Du coup, l'idée, elle est vraiment originale, et il est très touchant aussi, le film. Enfin, Jean-Paul Rouve, je pense qu'il fait partie des meilleurs acteurs français qu'on ait aujourd'hui. Il joue juste extrêmement bien. C'est à la fois donc un film drame, mais il y a aussi un petit côté good vibe, je trouve, avec les relations qu'il y a autour de Jean-Paul Rouve. C'est-à-dire que lui, voilà, c'est clairement down, quoi, son côté alcoolique, un peu dépressif sur les bords. Mais autour de lui, toute sa famille, même ses amis, ils sont vachement dans le positif et plus dans le good vibe. Donc du coup, c'est bien de contraster un peu avec les deux. Il y a des moments que j'ai trouvé quand même très forts aussi dans le film. Alors notamment, la plupart du temps, c'est des scènes de repas. En général, ces scènes-là, elles sont toujours fortes. Et notamment, là, il y a une scène où il est avec son père et sa fille, où il boit, il est alcoolique, et il joue très très bien, d'ailleurs, le gars bourré. Une scène aussi sur le bateau, où justement, il est en sevrage parce qu'il a plus d'alcool, où il s'était prévu quand même 2 bouteilles de vin, suivant les caps qu'il allait franchir pour son Vendée Globe. Il y a un moment donné où il en peut plus parce qu'il a énormément besoin d'alcool, et il y a une scène là où cette scène, elle est vachement forte. Moi qui n'aime pas le vin, j'avais autant envie que lui de boire la bouteille. Et vraiment, tellement la scène, elle est bien faite. Donc voilà, le film est vraiment sympathique, ça donne des bonnes émotions. Juste, par contre, la fin, il est très loin, et en fait, suite à des choses qui se passent dans le film, il va progresser, jusqu'à arriver dans le top 100, le top 20 et tout. Donc je me suis dit, waouh, le mec, c'est un passionné, toute sa vie, il est sur les bateaux, et toute sa vie tourne autour de ça. Donc tu peux dire, oui, il a des compétences. Mais je me suis dit, tiens, il va très loin. Et le truc, c'est que avant la fin, je me suis dit, à tous les coups, ils vont le faire terminer 4ème. Parce que pendant le film, ils disent, t'as des prix, en fait. Quand t'es premier, t'as genre 150 000 ou 100 000. Quand t'es deuxième, t'as je sais plus quoi. Et quand t'es troisième, t'as 50 000. Donc voilà, c'est même lui le dit, c'est bien, ça pourrait nous aider et tout. Et du coup,
comme c'est un film français, et de manière générale dans le cinéma, l'argent c'est mal, hein, l'argent c'est pas bien, vous verrez dans tous les films, quand il y a une question d'argent, généralement les héros, ou même les méchants, les personnages, ne finiront jamais avec l'argent. C'est vraiment, faites attention, c'est très très rare que des films, ou des personnes qui à un moment donné vont avoir beaucoup d'argent, ne vont pas en profiter, ou vont le laisser, ou l'abandonner, ou enfin, il y a toujours un truc comme ça, sauf exception. Et donc là, ben voilà, franchement, ils auraient pu le faire finir 112e, hein. Sur 1 million, c'est déjà une prouesse immense. Donc en fait, c'est pour ça au début, je me suis dit, il va finir dans le top 1000, dans le top 500, et ça sera déjà très bien. Là, ils le font progresser jusqu'au top 10, et je me suis dit, mais en fait, quel est l'intérêt scénaristiquement de le faire finir 4e et pas 3e, par exemple? C'est vraiment, et ça c'est mon interprétation, mais j'en suis sûr, parce qu'il n'y a aucun intérêt de le faire terminer 4e. Et en plus, dans le film, ils en parlent pas, genre, enfin, il termine 4e, il est content, il sable le champagne, il y a plein de gens dehors et tout, c'est good vibe, hein. Donc c'est pas en mode il est déçu d'être 4e, mais c'est ce petit truc qu'on instille dans les gens, dans le spectateur, de dire l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est pas grave. Parce que vraiment, il aurait pu le faire terminer 3e, ça aurait été très bien. Non, non, il est pas sur le podium, donc il a pas l'argent. Il est 4e, il a... En gros, ce qu'il a fait, c'était un travail sur lui-même, pour lui, sa famille, mais pas une question d'argent. C'est fou, alors que à la base, c'est aussi pour ça que le personnage fait son Vendée Globe. Il a l'espoir de terminer dans le top 3 pour gagner de l'argent. Donc voilà, c'est juste ce côté-là qui est minime, mais qui m'énerve. Quand je le vois arriver dans un plus progrès, je me suis dit, bah allez, ils vont le faire finir au pied du podium, pour pas qu'il gagne l'argent. Donc voilà, ça c'était juste un détail. Le film est vraiment très bien, il est touchant, je vous dis, Jean-Paul Rouve joue très très bien, et l'histoire est originale et touchante, donc je conseille d'aller voir le film. Une part manquante de Guillaume Sénez avec Romain Duris, Judith Chemla et Mei Kean Mazuki. Ça raconte l'histoire d'un Français qui vit depuis des années au Japon et qui, suite à la séparation avec sa femme, va se voir perdre la garde de son enfant, qui a à l'époque, je crois, 3 ans. Et sauf que donc c'est toute une réflexion sur ça, le côté de la garde d'enfant au Japon, qui se trouve qu'en fait c'est le premier arrivé, le premier servi. C'est-à-dire que quand vous vous séparez au Japon, si vous prenez le gosse en premier, il est à vous. Et c'est légal, et l'autre il peut aller se faire foutre. Donc voilà, c'est vraiment une horreur. Enfin, le film montre bien l'inhumanité de ce truc-là, et on le montre hein, à travers d'autres gens, comme quoi il y a même des Japonais hein, qui en souffrent beaucoup, qui perdent leur enfant parce qu'ils n'ont pas eu l'enfant au début, et les procédures sont très très longues. Et là, en plus de ça, Romain Duris est français, donc c'est un Kaijin, je crois qu'ils appellent ça, je pense c'est les étrangers qui vivent au Japon, et donc c'est d'autant plus difficile pour eux. On voit donc la vie de Romain Duris, qui s'apprête plus ou moins à quitter le Japon, parce qu'il va vendre sa maison. On comprend que ça fait au moins 9 ans qu'il a pas vu sa fille, hein, depuis cette séparation, et qu'apparemment il a cherché des mois, des années, il est resté longtemps au Japon pour ça, mais en vain, il ne l'a jamais trouvé. Et puis un jour, alors qu'il il est chauffeur taxi, il va faire rentrer donc une jeune fille dans son taxi pour l'amener à l'école, et il va se rendre compte que c'est sa fille. Et donc à partir de là, il va faire en sorte d'être le chauffeur de sa fille, pour simplement apprendre à la connaître un peu plus, pour la voir tout simplement, et du coup l'histoire entre le père et la fille va évoluer jusqu'au moment où elle va se rendre compte que c'est son père. Le film est très joli, et Romain Duris que j'ai appris à aimer, parce que sachant qu'avant il faisait partie dans mes pires acteurs français, vraiment je ne pouvais pas voir de film avec lui, je n'aimais pas le gars, sa façon de jouer, et depuis, allez, peut-être 3 ans, j'ai commencé à vraiment apprécier le personnage, et au final à beaucoup aimer sa façon de jouer, et donc du coup là ça m'a fait plaisir de le voir dans ce rôle, surtout que, alors je sais pas si c'est pour le film ou s'il le savait déjà, mais les 2/3 des dialogues sont en japonais, c'est-à-dire que Romain Duris parle clairement japonais. S'il ne savait pas déjà le parler avant, je trouve que c'est quand même une bonne petite prouesse. Et cette histoire, donc voilà, qui est vraiment touchante, parce que sur le coup, même si l'histoire elle-même n'est pas vraie, ce qui se passe est réel. Au Japon, c'est voilà, vraiment un enfer. Et donc, voilà, c'est vraiment touchant de le voir reprendre contact avec sa fille, dans des conditions qui sont horribles, parce qu'à un moment donné, il va revoir son ex. Mais voilà, je trouve que c'est très bien fait, c'est juste, c'est à la fois rageant, parce que vraiment, c'est dégueulasse de faire ça aux familles, en fait, aux parents. Parce que là, il y a même une scène, justement, avec la mère. Tu la sens sincère, en plus, la mère, tu la sens vraiment premier degré, à lui dire arrête de nous faire du mal, passe à autre chose et tout. Mais quelle horreur de dire ça que ça soit le père ou la mère, hein, mais à l'autre parent.
Genre, vous dites à l'autre parent, mais oublie ton enfant, quoi. Vraiment, c'est... Alors là, dans le film, on connaît pas les raisons de la séparation, du divorce. On ne sait pas s'il était bon, mauvais ou quoi, mais dans le film, il le présente comme quelqu'un de bien, Romain Duris. Donc c'est encore plus horrible, parce que c'est pas une séparation en mode le père était violent ou quoi. De savoir que des parents peuvent perdre leur enfant, bah juste parce que l'autre parent a récupéré la garde en premier, c'est vraiment horrible, quoi. Et donc là, on nous explique qu'il pourra l'avoir que à sa majorité, si elle le veut. Et puis là, à un moment donné, bon, suivant ce qui se passe dans le film, il y a une espèce de chantage au fait de purger sa peine en prison au Japon, qui est vraiment quand même un truc horrible, ou d'être expulsé du pays. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué, révoltant, et donc à la fois triste hein, de suivre cette histoire. Mais ça reste un beau film, il est joli, et même je trouve que la fin du film est très belle. Donc bien sûr, je vous conseille le film. Hérétique de Scott Beck et Brian Woods avec Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East. Ça raconte l'histoire de deux jeunes sœurs qui vont faire un peu la tournée du village pour essayer de prêcher leur religion, à savoir la religion des Mormons, donc une branche du christianisme. Et dans cette tournée, ils doivent aller voir un homme qui vit dans un endroit assez reculé, dans une maison. Elles vont frapper à sa porte, l'homme va les inviter à rentrer chez lui. Alors il va essayer de les mettre en confiance tout de suite, parce qu'apparemment ça doit être des sortes de règles, elle demande à ce qu'il y ait une femme dans la pièce. Les femmes ont essayé un peu de raconter leur religion, et l'homme, donc joué par Hugh Grant, lui va être énormément dans le débat d'idées philosophiques, sur la religion, sur le christianisme en général, et les mormons en particulier, en posant tout un tas de questions, en même temps en ayant réponse à ces questions, et en donnant ses points de vue. Et au fur et à mesure du temps, les femmes ne voyant toujours pas la femme arriver, vont commencer à s'inquiéter de plus en plus, jusqu'à préférer quitter la maison, mais elles vont vite se rendre compte que ça ne va pas être aussi simple. J'ai beaucoup aimé le film, c'est de toute façon le genre horrifique est très large, hein, il y a différents types d'horreur, et celui-là est vraiment bien je trouve. En fait c'est qu'il est très original. J'ai beaucoup aimé, on va dire la première moitié du film, voire les 2 tiers du film, où il y a toute cette pression, cette angoisse qui monte progressivement, sans jamais rentrer dans le concret en fait, et l'horreur pure. Et du coup ça, je trouve que c'est ce qui est le plus efficace. Je fais une comparaison mais pourtant qui est pas du tout pareil avec les It Follows et les Get Out, c'est-à-dire que c'est des films qui jouent sur un autre type d'angoisse et d'horreur. C'est pas voilà des esprits, des fantômes, des marionnettes, des poupées ou alors des zombies, c'est pas des trucs trop flagrants, c'est la situation qui est gênante. Et du coup là dans ce film, ça aussi c'est bien fait, c'est que les femmes ne sont pas stupides, c'est un film d'horreur où les personnages sont pas débiles. Et dès le début, elles ne veulent pas rentrer dans la maison, elles veulent rester au pas de la porte, elles demandent à ce qu'il y ait une femme avec lui. Voilà, pendant la première partie du film, elles sont toujours sur la défensive. Et quand il y a ce questionnement entre lui et les 2 femmes, c'est pareil, il est très intéressant. Et en fait ce film, alors je sais pas ce que l'auteur a voulu dire, je pense est-ce qu'il est vraiment croyant ou pas croyant, mais en tout cas c'est bien, parce que bon moi forcément ça m'intéresse, hein, si vous voyez mes autres vidéos, tout ce qui touche à la religion, voilà je suis très critique dessus, et ce film, bah clairement Hugh Grant il joue ce personnage là, et donc il est très cultivé, et en fait il pose des questions qui mettent à chaque fois en difficulté les sœurs, en expliquant énormément de choses sur la religion, ses origines, ses contradictions et tout, donc je trouve vraiment hyper intéressant là-dessus, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur, mais en même temps qui questionne vachement le rapport à la religion, et je trouve vraiment très très intéressant. Et donc voilà, ce qui est bien dans le côté horrifique, c'est que on sent que le mec est un peu bizarre, et d'ailleurs Hugh Grant, alors l'acteur est très connu, hein, mais je n'avais pas vu ses films d'avant, parce que généralement je n'aimais pas trop le style qu'il faisait, et franchement ses 2 derniers rôles, à savoir dans The Gentleman, avec Matthew McConaughey, de Guy Ritchie, où il est incroyable dedans, et je trouve qu'il a un rôle qui est complètement différent de ce qu'on connaît d'habitude, et dans celui-là, où je le retrouve plus dans son côté The Gentleman, où il joue un mec avec ses mimiques et tout ça, enfin vraiment, je le trouve vraiment intéressant comme acteur, je trouve qu'il a vraiment cassé son rôle, bah après maintenant il est plus jeune aussi, mais je trouve qu'il rentre dans un autre type de jeu que j'aime bien. Et donc voilà, le personnage est très fascinant, il est un peu inquiétant, mais en même temps il donne envie d'écouter parce qu'il apprend plein de choses, et les filles sont toujours sur la retenue parce qu'elles voient toujours pas la femme, mais en même temps il dit qu'elle fait une tourte à la haut myrtille, en même temps elle sent l'odeur, donc enfin il y a plein de trucs comme ça, de jeux, enfin vraiment il est très intéressant là-dessus. Et dans la partie après plus horrifique qui vient donc dans on va dire le 3e tiers du film, où là c'est plus concret d'un seul coup, alors j'ai bien aimé aussi, hein, mais du coup c'est moins surprenant on va dire, quoique à un moment donné quand elles sont dans le sous-sol et qu'il y a la fameuse prophète, il y a une scène que j'ai trouvé intéressante parce qu'elles sont avec une allumette, elles essayent de mettre le feu, et même quand il y a Hugh Grant qui arrive dans la pièce, donc il voit ce qu'elle va se préparer à faire, en fait elle continue, limite elle s'en fout parce qu'elle est désespérée, c'est pas en mode vite on se cache, on arrête de faire ça pendant que le méchant arrive, et lui il arrive, il les voit faire, et limite il l'aide à allumer la flamme. En fait c'est des petits détails comme ça que je trouve intéressants, justement dans le genre horrifique, c'est-à-dire que c'est des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les films d'horreur. Après bon, tout ce qui se passe avec la fameuse prophète, j'ai été sur un entre-deux, notamment avec la salle souterraine où il a en cage là toutes ces femmes, ça c'est un peu moins mon délire, j'aurais préféré
préféré que ça n'aille pas jusque-là. Vraiment, le délire avec la prophète, pourquoi pas, mais que ça se termine comme ça se termine dans le film, je suis un peu moins convaincu. Pareil, à la toute fin, c'est l'autre là qui revient à la vie pour l'achever. Bon, c'est un peu gros, parce que soit c'est qu'elle est revenue à la vie, parce qu'il y a même une petite musique un peu céleste, soit c'est que justement elle était pas morte, mais là, dans ce cas-là, c'est un peu stupide, parce qu'elle est complètement éclatée inconsciente, d'un seul coup elle se relève. Voilà, ça c'est vraiment le petit bémol à la fin, mais vraiment c'est pas dérangeant. Et la toute scène de fin, je l'ai trouvé sympa, quand l'une des deux sœurs arrive à s'échapper, et qu'il y a cette image où il y a un papillon qui se pose sur elle, parce qu'il y a toute cette image dans le film, hein, d'un papillon. À un moment donné, il y a même le Hugh Grant qui parle de la théorie du papillon, je sais plus si c'est Lao Tzu ou... Non, c'est même antérieur à Lao Tzu, c'est du taoïsme. Le rêve du papillon, c'est est-ce que je suis un humain qui a rêvé d'un papillon, ou est-ce que je suis un papillon qui rêve d'être un humain? Ça questionne de savoir quelle est la réalité. Enfin voilà, il y a tout un truc philosophique là-dessus. Et à la fin, du coup, cette sœur qui a le papillon qui lui vole dessus, on voit d'un seul coup la même scène d'un autre angle, où en fait il n'y a pas de papillon sur son doigt. Vraiment, le film, je l'ai trouvé très intéressant, c'est un genre horrifique qui est original, et putain ça fait du bien. Le film en soi n'est pas un chef-d'œuvre, mais vraiment c'est un bon film, je le conseille, et surtout dans le genre horrifique, si vous en avez marre des merdes qui sortent tout le temps au cinéma, allez voir ce film, il fait du bien. Trois amis de Emmanuel Mouret avec Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air, entre autres. Ça raconte les histoires d'amour et aventure de trois amis, comme son nom l'indique. On va dire qu'il y a plus ou moins une histoire principale, ou en tout cas une relation principale, c'est celle jouée par India Air. Ça va être un peu l'histoire amoureuse centrale du film. Donc c'est celle où on voit dans la bande-annonce, elle est avec son mari, elle n'est plus amoureuse, elle veut le quitter, son mari meurt, elle va essayer de se reconstruire, de faire de nouvelles rencontres. Il y a sa copine jouée par Camille Cotin qui, elle, a beaucoup de mal à être amoureuse parce que sinon elle vit une vie chaotique, mais sans non plus aimer les relations sans lendemain, donc elle se trouve des relations où elle se sent bien avec les personnes, sans ressentir le véritable amour. Et enfin, on a la troisième amie jouée par Sarah Forestier, qui elle est célibataire, mais trouve une espèce de flirt ou d'amourette avec un amant, un homme qui est en couple. Et donc ces trois histoires vont s'entremêler, les amis vont se parler plus ou moins de leurs histoires respectives, tout en se cachant certaines choses. Le film est excellent, je pensais pas mettre une aussi bonne note, c'est pas le genre de film que je vais préférer, que je vais adorer, mais en toute objectivité, je n'ai absolument rien à redire à ce film. Pour moi, tout est bon dedans. L'histoire, alors, au premier abord, on pourrait se dire, ah ouais, dans ce film, il y a vraiment tous les types de relations possibles. Il y a la tromperie, il y a je trompe mais c'est pas grave, je trompe mais mon copain trompe, l'amour perdu, on va essayer de se reconstruire, trouver. Enfin, vraiment, il y a toutes les histoires. Il y a je trompe l'ami de machin. Il y a je cache des secrets avec ma meilleure amie, machin. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les trucs. Ça peut faire cliché, mais en fin de compte, le film est tellement bien fait. Les dialogues, les relations sont tellement justes, que ça soit au niveau des actrices et même des acteurs secondaires, que de l'écriture. En fait, ça marche bien. Et donc, toutes les histoires qu'on voit là, ça permet, je pense, de toucher un maximum de relations et de concerner un maximum de gens. Et vraiment, je trouve que les réflexions qu'il y a sur les différents types de relations, ou ce qui se passe au sein de chaque relation, je trouve, est vraiment juste et fait réfléchir. Il y a des moments qui sont touchants aussi. Notamment, il y a une scène, elle est extrêmement banale dans ce qui s'y passe, c'est vraiment, on voit juste les deux personnages qui mangent à une table, et en fait le point est fixé sur eux deux, qui regardent d'autres gens, et elle dure comme ça pendant peut-être 10 secondes, 15 secondes, avec une musique en fond, elle est magnifique. Je trouve que cette scène est magnifique, et d'une simplicité, mais bouleversante. Et aussi la voix off, qui est jouée par le mari qui meurt, je trouve que c'est original aussi, le fait de le faire parler comme un fantôme, en fait, le fait de rester dans l'histoire comme un fantôme. Donc voilà, même si c'est pas forcément votre style, le genre un peu comédie dramatique, romance, je le trouve tellement juste que, voilà, il vaut le coup et que c'est un très bon film. The Substance de Coralie Farja avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Ça raconte l'histoire d'une ancienne superstar du cinéma et de la télé en général, qui, à cause de son âge, va se voir reculer de l'écran et de la scène, au profit de femmes plus jeunes qu'elle. Cette espèce de déchéance de popularité va beaucoup l'impacter, et au même moment, elle va se voir proposer une espèce de substance, un produit qui permettrait
de rajeunir, d'être au meilleur de sa forme. Du coup, elle va succomber et tester le produit. Elle va donc rajeunir et redevenir la star la plus populaire pour son plus grand bonheur, sauf que les choses ne vont pas se passer super bien. Ce film est vraiment incroyable, il est complètement fou. Alors déjà c'est marrant parce que je sais pas si j'ai vu la bande-annonce en entier, j'avais vu en tout cas quelques extraits, et quand le film a commencé, que ça m'a mis UGC frissonne, comme quoi le label UGC avait mis cette étiquette de un peu d'horreur, d'épouvante, j'ai été un peu surpris parce que je ne savais pas que c'était là-dedans. Alors effectivement, quand on voit le film, c'est clairement, bon, drame mais épouvante horreur quoi. Et il est complètement barré le film. Alors déjà au niveau de la réalisation, de la mise en scène et tout, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien fait. C'est une française d'ailleurs la réalisatrice, c'est vraiment top. Tous les plans qu'il y a, les effets de caméra, tout ce qui est fait de la mise en scène est vraiment top. La musique aussi, elle est très bien, elle est très forte. Alors des fois, j'avais presque envie même de me boucher les oreilles tellement c'était fort, ce qui est assez inhabituel au cinéma, mais il y avait des moments où le son est vraiment super fort. Sinon, les autres moments où il y a de la musique et tout, c'est très présent. Ça m'a fait penser à un film Challengers qui a aucun rapport, où il y avait cette musique qui était tout le temps prenante dans le film et très forte. Vraiment, tout est beau dans le film, même dans l'horreur. Tout est très esthétique, genre même le packaging, le produit qu'elle reçoit, tout est clean, tout est beau, tout est nickel. Bien sûr, il y a énormément de plans sur le corps de la femme, hein, c'est vraiment ça dont il est question, hein, le film, c'est le rapport à la vieillesse, et au fait que le top c'est quand on a la vingtaine, et après on a un produit périmé. Le film en soi est beau, les effets spéciaux, ils sont vraiment top, et je parle des effets spéciaux non numériques, où c'est vraiment des maquillages, et vraiment c'est très très bien fait. D'ailleurs, il y a plein de références dans le film, alors j'en ai pas relevé beaucoup au final, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Bien sûr, bon, il y a le 2001 Odyssée de l'espace, il y a Shining, il y a aussi The Thing, je pense, ou le côté monstrueux à la fin. Mais voilà, en tout cas, le film, dans sa forme, est juste excellent. Cette femme, Coralie Farja, j'imagine qu'elle va nous pondre des putains de films à l'avenir. Celui-là en fait partie. Et bien sûr, les actrices aussi. Alors Dennis Quaid, il joue le producteur, le connard, le véreux, enfin le mec qui est là que pour le profit, qui s'appelle Harvey, hein, un gros clin d'œil à Harvey Weinstein. Sauf qu'il y a jamais ce côté sexuel dedans. Ces scènes à lui sont dans la parodie. Mais les deux actrices sinon elle joue très bien, et surtout Demi Moore. Alors je pense que ça c'est un film à Oscar, ou en tout cas elle va certainement être nommée aux Oscars pour sa performance, parce que c'est quand même fort, hein. Vraiment faire un film où elle se montre à nu, mais vraiment en détail, hein, et sur le côté vieillesse, parce que voilà, elle a un corps qui vieillit, en comparaison avec la jeune actrice et tout, enfin vraiment je trouve que c'est vraiment un rôle fort. Et sinon donc pour venir au fond du film, l'idée est vraiment top, elle est vraiment cool, et c'est ultra dérangeant, parce que c'est pas juste un produit, tu l'injectes et tu deviens jeune. On t'explique qu'en faisant ça, c'est une sorte de division cellulaire, mais en fait, t'as un autre corps qui sort de ton corps, qui a littéralement deux corps, Demi Moore et Margaret Qualley. Et il y a ce côté, énormément de piqûres, il y a beaucoup de métaphores à l'héroïne, hein, où il se pique et tout, parce que c'est vraiment de l'addiction à un moment donné, où on voit le trou par lequel il s'injecte qui pourrit tellement il se pique et tout, enfin vraiment, il est dégueulasse le film. Donc, mais il y a une histoire de roulement toutes les 7 secondes, où à chaque fois faut revenir dans le corps. Il y a une histoire de substance qui est aussi en soi, qui est sécrétée, qui permet de maintenir le corps jeune en bonne santé. Enfin voilà, c'est tout un bordel, je vous invite à regarder le film de toute façon. À la fois il y a un côté un peu gadget avec ce packaging et tout, la substance verte, la première étape, la deuxième étape et tout, mais c'est dégueulasse. Quand le corps sort de l'autre corps avec le dos qui s'ouvre, vraiment c'est hyper dérangeant. Le film est dérangeant, puis à la fin, alors là n'en parlons pas, ça part clairement en cacahuète, hein, dans tous les sens, dans le gore, du sang, des malformations partout. C'est immonde, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Je pense notamment aussi au visage de Demi Moore, j'en dis pas plus, à la fin du film, mais vraiment, c'est juste un ovni ce film, et vraiment, top. Ça fait du bien, parce que The Substance, vous pouvez pas le comparer à un autre film, enfin, alors peut-être d'une certaine façon dans la forme et tout, mais le film, en tant que tel, il est unique. Donc voilà, il est bien fait, avec des bons acteurs, de la bonne musique, du bon visuel, et un bon scénario, donc je vous conseille d'aller le voir. Et avec ce message qui est plus une critique, je pense, de la société, sur le côté, voilà, toujours le beau, le jeune, quoique voilà, c'est peut-être le seul point où pour moi c'est pas trop clair de savoir quel est le message du film, mais je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas, allez le voir.